Ma sœur a envahi mon appartement durant mon voyage, soutenue par nos parents. Ceux qui l'ignorent? J'ai déménagé il y a 3 semaines. Elle va devoir s'expliquer avec le nouveau propriétaire, un officier de la police fédérale. Je m'appelle Chloé. J'ai 28 ans et je regarde fixement les photos que ma sœur vient de m'envoyer. Elle est en train d'emménager dans ce qu'elle croit être mon appartement. Elle est là depuis exactement 2 heures et elle a déjà réorganisé mes meubles pour faire de la place à ce qui ressemble à un lit parapluie. Le message qui accompagnait les photos était simple: tu as été égoïste assez longtemps. Il est temps de contribuer. On emménage pour quelques mois. Pas de point d'interrogation. Pas de est-ce que ça irait si ou peut-on en discuter. Juste une déclaration selon laquelle mon espace était désormais le leur. Le truc, c'est qu'on m'a traité d'égoïste toute ma vie. Ça a commencé quand j'avais 12 ans et que j'ai refusé de donner l'argent de mon anniversaire à Valérie pour qu'elle s'achète des cigarettes. Apparemment, vouloir garder mon propre cadeau était égoïste. Quand j'avais 16 ans et que je ne voulais pas lui prêter ma voiture pour aller en soirée, c'était égoïste aussi. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire et pris mon propre appartement au lieu de retourner chez mes parents pour aider à payer les factures, eh bien, vous devinez comment cela a été qualifié. Mais voici ce que ma famille n'a jamais compris: je n'étais pas égoïste. J'étais intelligente. Parce qu'à chaque fois que je disais oui à Valérie, à chaque fois que je me pliais en 4 pour l'aider, il lui en fallait plus. Ce n'était jamais assez. Donnez-lui 50 €, elle aura besoin de 100 la semaine prochaine. Laissez-la rester juste une nuit et elle sera toujours sur mon canapé 6 semaines plus tard, mangeant ma nourriture et utilisant mes codes Netflix. Le schéma était toujours le même. Valérie créait une crise, réelle ou fabriquée, et la famille se ralliait autour d'elle parce qu'elle était l'aînée, celle avec des enfants, celle qui n'avait pas de chance. Pendant ce temps, j'étais la fiable, celle qui gérait toujours sa vie, celle qui pouvait se permettre de sacrifier un peu plus. Sauf que j'avais 28 ans et que j'en avais assez d'être le plan B de ma sœur. Je suis actuellement en déplacement professionnel à Bordeaux, à l'autre bout du pays, loin de ce désastre particulier. Mon entreprise m'a envoyé ici pour un projet de conseil d'1 mois, et honnêtement, la distance avec les drames familiaux était un bonus inattendu. Jusqu'à maintenant. Le fils de Valérie, Théo, 11 ans, et sa fille, Léa, 9 ans, avaient été des enfants sages à l'époque où ils entendaient occasionnellement le mot « oh non ». Mais des années de les enfants de Valérie doivent s'exprimer librement les avaient transformés en version miniature de leur mère, des enfants rois, sans limite, et convaincus que les affaires des autres étaient une propriété communautaire. Mon téléphone sonne. Maman. Je laisse passer sur messagerie, mais elle rappelle immédiatement, encore et encore. Au 4e appel, je décroche. Chloé, Dieu merci. Sa voix est essoufflée de soulagement. Valérie nous a raconté ce qui s'est passé. Cette pauvre fille a dû utiliser sa clé de secours parce que tu ne répondais pas à ses appels. Clé de secours. C'est une façon intéressante de décrire l'utilisation du double que j'avais laissé à ma voisine pour les vraies urgences. Bien que je suppose que cela qualifiait d'urgence dans l'esprit de Valérie, l'urgence d'avoir un endroit où vivre après que son dernier petit ami, Damien, l'ait mise à la porte. Maman, elle ne peut pas simplement emménager dans mon appartement sans demander. Oh, chérie, elle a demandé. Elle t'a envoyé 3 SMS hier. Je fais défiler mes messages. Un texte envoyé à 2 heures du matin, besoin endroit pour dormir. Enfant aussi. Ce n'était pas une demande, c'était une information. Elle a les enfants avec elle, continue maman comme si cela expliquait tout. Tu sais à quel point c'est dur pour elle depuis le divorce. Et maintenant avec Damien qui est une telle déception. Damien étant une telle déception, c'était la façon de maman de dire que le dernier petit ami de Valérie en avait finalement eu assez d'entretenir les enfants de quelqu'un d'autre et de payer pour les erreurs d'autrui. Maman, je suis à 800 km de là. Même si je voulais aider, je ne pourrais pas juste. Tu pourrais rentrer plus tôt. C'est la famille, Chloé. La famille passe avant tout. Et voilà. La phrase magique qui était censée me faire tout laisser tomber pour réparer la vie de Valérie encore une fois. Mais voici ce que maman ne savait pas. Ce qu'aucun d'eux ne savait. Je ne rentrerai pas dans cet appartement. J'avais déménagé il y a 3 semaines, avant ce voyage. Le bail était terminé. J'avais trouvé un meilleur endroit à l'autre bout de la ville et j'avais tranquillement installé ma nouvelle vie sans fanfare ni réunion de famille.
Je ne leur avais pas parlé du déménagement parce que je savais exactement ce qui se passerait. Il y aurait eu une discussion familiale sur la façon dont j'aurais dû tenir compte des besoins de Valérie. Il y aurait eu des discours culpabilisants sur l'abandon de ma famille. Il y aurait eu des attentes pour que je coordonne mes choix de vie avec la perpétuelle crise du logement de Valérie. Donc, je ne l'avais tout simplement pas mentionné. Je dois y aller, maman. Je suis en retard pour une réunion. Chloé, tu ne peux pas juste. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon ancien propriétaire. Monsieur Mercier était un homme âgé et adorable qui gérait des propriétés depuis 40 ans. Quand j'ai expliqué la situation, sa réponse a été immédiate, « Oh mon Dieu, je l'ai déjà loué à quelqu'un d'autre. Ils ont emménagé hier. » Bien sûr qu'ils l'avaient fait, parce que c'est ce qui arrive quand on met fin légalement à un bail et qu'on déménage. Quelqu'un d'autre emménage. Qui est le nouveau locataire? Un type bien. Un policier, très calme, très ordonné, il a dit qu'il voulait spécifiquement un endroit où il pourrait avoir la paix après le travail. Un policier, quelqu'un qui n'apprécierait probablement pas de trouver des inconnus dans son appartement légalement loué. J'ai remercié Monsieur Mercier et j'ai raccroché, regardant par la fenêtre de l'hôtel la ligne d'horizon de Bordeaux. Ma sœur était actuellement en train de s'installer chez quelqu'un d'autre, faisant du café dans la cuisine de quelqu'un d'autre, laissant probablement Théo et Léa courir partout comme s'ils étaient propriétaires des lieux. Et quand ce policier très ordonné et très calme rentrerait de son service ce soir, il allait trouver une femme revendiquant des droits familiaux sur un endroit qui n'était pas le sien, avec des enfants à qui l'on n'avait jamais appris que la propriété d'autrui n'était pas leur terrain de jeu. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Valérie, « Merci de partager ton espace. Les enfants adorent leur nouvelle chambre. » Leur nouvelle chambre. Elle avait déjà revendiqué l'espace, attribué les chambres, s'était installée pour ce qu'elle prévoyait clairement être un arrangement à long terme. J'ai éteint mon téléphone et commandé le service d'étage. Demain allait être très intéressant pour ma famille, mais pour ce soir, j'allais profiter de mes dernières heures de paix avant que la tempête ne frappe. La tempête a frappé à exactement 6h47 le lendemain matin. Mon téléphone a explosé de notifications. 17 appels manqués et 43 SMS de divers membres de la famille, chacun plus frénétique que le dernier. Valérie, 6h47, un type tape à la porte en disant que c'est son appartement. Maman, 6h52, Valérie a appelé en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? Papa, 7h15, appelle-nous maintenant. Valérie, 7h18, ce maniaque menace d'appeler la police si on ne part pas immédiatement. Où es-tu? J'ai commandé un café et j'ai fait défiler les messages comme si je lisais le scénario d'un feuilleton très dramatique. Sauf que celui-ci mettait en vedette ma famille et leur incapacité totale à saisir le lien de cause à effet. Selon les messages de plus en plus hystériques de Valérie, le policier très ordonné et très calme était rentré de son service de nuit pour trouver les affaires de ma sœur dans son salon et les jouets de ma nièce éparpillés sur son sol. Apparemment, il avait été complètement déraisonnable à ce sujet. Imaginez ça. Un homme déraisonnable de trouver des inconnus chez lui. Les messages se sont intensifiés tout au long de la matinée. Le policier, l'agent Durand selon les textos de Valérie, avait été extrêmement impoli en leur demandant de partir immédiatement. Il avait réagi de manière excessive en trouvant Théo en train de faire rebondir un ballon de basket dans le salon à 7h du matin. Il était totalement inflexible face à l'explication de Valérie selon laquelle il s'agissait d'une urgence familiale. J'ai appelé ma mère vers 10h, après avoir eu suffisamment de caféine pour faire face à tout nouveau drame en préparation. Chloé. La voix de maman était aiguë de panique. Valérie dit qu'un homme essaie de la jeter elle et les enfants à la rue. Elle dit que tu lui as donné la permission de rester dans ton appartement. Je ne lui ai jamais donné la permission de faire quoi que ce soit. Eh bien, elle a la clé. La clé de secours pour les urgences. Se faire mettre à la porte par son petit ami n'est pas mon urgence à résoudre. Une pause, puis ce ton que maman utilise quand elle est sur le point de déployer l'artillerie lourde émotionnelle, ce sont ta nièce et ton neveu dont nous parlons. Des enfants, Chloé, tu laisserais vraiment des enfants être sans abri? Et voilà. L'option nucléaire. La carte pensée aux enfants qui était censée me faire craquer. Parce que dans la logique de ma famille, toute limite que je fixais était automatiquement cruelle envers les enfants. Ces enfants ont une mère qui a fait des choix qui ont conduit à cette situation. Et ils ont des grands-parents avec une chambre d'amis. Une autre pause. Plus longue cette fois.
Notre chambre d'amis n'est pas assez grande pour eux trois. Alors Valérie peut trouver d'autres arrangements comme le font les adultes. Chloé Elisabeth Martin. Je ne peux pas croire à quel point tu es froide à ce sujet. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. J'ai raccroché parce que cette phrase ne finissait jamais bien. Et j'étais fatigué d'entendre la liste détaillée des sacrifices de ma famille. Mon téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Papa, cette fois. Ta mère est hors d'elle, dit-il sans préambule. C'est quoi cette histoire de ne plus vivre dans ton appartement? Ce n'est pas une histoire. J'ai déménagé il y a 3 semaines. Le bail était terminé. Tu as déménagé sans nous le dire? Le choc sincère dans sa voix m'a presque fait rire parce que quand avais-je jamais pris une décision majeure sans qu'un comité familial ne discute de la façon dont cela affecterait Valérie? J'ai trouvé un meilleur endroit plus près du travail. Eh bien, c'est. Il luttait maintenant pour traiter cette information. C'est bien. Mais tu aurais dû dire à Valérie que tu déménageais. Elle ne serait pas allée là-bas si elle avait su. Papa. Elle y est allée parce qu'elle supposait que je laisserais tout tomber pour résoudre son problème de logement à nouveau. C'est ta sœur. Je sais qui elle est. Un long silence. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici, Chloé? Ce policier est très agressif à propos de toute cette affaire. Policier. Donc il savait ce que le nouveau locataire faisait comme métier. Cela rendait la chose encore plus ridicule. Valérie s'était essentiellement introduite par effraction chez un flic et était maintenant surprise qu'il ne soit pas arrangeant. Je veux que tu dises à Valérie de s'excuser auprès de cet homme, de remballer ses affaires et de partir immédiatement. Et ensuite quoi? Où est-elle censée aller? Ce n'est pas mon problème à résoudre. Bon sang, Chloé. La voix de papa était rauque de déception. Quand es-tu devenu si sans cœur? Sans cœur? Il y avait ce mot encore. Celui qu'ils utilisaient chaque fois que je refusais d'être leur solution au problème Valérie. Je suis devenu réaliste, papa. Il y a une différence. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Dehors, Bordeaux était gris et pluvieux, ce qui semblait approprié pour la journée. Dans la soirée, la situation avait apparemment atteint un point critique. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, j'ai trouvé un message vocal de Monsieur Mercier qui m'a noué l'estomac. Chloé, ma chère, je suis tellement désolé de vous déranger, mais il y a une sacrée situation. Votre sœur refuse de quitter l'appartement de l'agent Durand et il a appelé des renforts. J'ai peur que si ce n'est pas résolu bientôt, il pourrait y avoir des arrestations. Pourriez-vous éventuellement appeler l'agent Durand? Son numéro est le. Arrestation. Valérie était sur le point d'être arrêtée pour violation de domicile chez un policier. J'ai immédiatement appelé le numéro que Monsieur Mercier m'avait donné. Agent Durand. Sa voix était professionnelle mais tendue. Bonjour, c'est Chloé Martin, la sœur de Valérie Martin. Monsieur Mercier m'a donné votre numéro. Mademoiselle Martin, Dieu merci. Votre sœur prétend qu'elle a la permission d'être dans cet appartement et elle refuse de partir malgré mes demandes répétées. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan. La voix de Valérie devenant de plus en plus aiguë et émotionnelle et ce qui ressemblait à d'autres policiers. Agent Durand, je dois expliquer la situation. Valérie ne savait pas que j'avais déménagé. Elle utilisait une clé de secours qui n'était jamais destinée à cet usage. Donc, elle n'a pas la permission d'être ici. Absolument pas. Elle ne l'a jamais eue. Elle a supposé que mon appartement était disponible pour son usage sans me demander d'abord. Une pause. Êtes-vous en train de dire qu'il s'agissait d'un malentendu plutôt que d'une violation de domicile intentionnelle? J'ai fermé les yeux. C'était mon moment de choix. Je pouvais laisser Valérie faire face aux conséquences de ses actes, arrestation, casier judiciaire, une tâche qui la suivrait pour toujours. Ou je pouvais intervenir une fois de plus, lui donner une échappatoire aux conséquences qu'elle avait méritées. C'était un malentendu, ai-je dit. Elle ne savait sincèrement pas que j'avais déménagé. Elle pensait qu'elle utilisait mon appartement avec une permission implicite. Je vois. Et les enfants sont innocents dans cette situation. Ils suivent juste leur mère. Une autre pause. Alors, mademoiselle Martin, si vous pouvez garantir que votre sœur partira immédiatement et ne reviendra pas, je suis prêt à traiter cela comme un malentendu plutôt que de porter plainte. Le soulagement m'a envahi. Elle partira. Je vous le garantis.
Il y a la question des dommages à la propriété. Les serrures doivent être changées, et il y a eu des dégâts au parquet. Combien? Environ 800 €. 800 €. Le prix de la dernière crise de Valérie, maintenant ma responsabilité à résoudre. Je vais m'en occuper. Merci, mademoiselle Martin. Votre intervention ici a probablement sauvé votre sœur d'une situation juridique très grave. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel et j'ai réalisé ce qui venait de se passer. J'avais sauvé Valérie de l'arrestation, mais je ne l'avais pas sauvée des conséquences. Elle devait toujours partir. Elle n'avait toujours nulle part où aller. Elle devait toujours faire face à la réalité que ses choix avaient mené à cette crise. Et pour la première fois, je l'avais aidée tout en maintenant mes limites. J'étais intervenu pour éviter le désastre sans permettre son comportement. Cela ressemblait à un progrès. Un petit progrès, mais un progrès quand même. Les jours suivants ont apporté les conséquences prévisibles de la crise de l'appartement. Valérie et les enfants avaient emménagé chez mes parents. La solution qui avait toujours été disponible, mais qui n'avait bizarrement pas été envisagée tant qu'on me mettait la pression pour sacrifier mon espace. Les appels de ma famille peignaient un tableau que j'avais déjà vu. Valérie se positionnant comme victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Mes parents se ralliant autour d'elle et tout le monde évitant soigneusement toute discussion sur la façon dont la situation aurait pu être évitée. Elle a vécu une expérience tellement traumatisante, a expliqué maman lors d'un de ses appels de contrôle. Ce policier était si intimidant et les enfants étaient terrifiés. Expérience traumatisante. L'intrusion de Valérie avait été recadrée comme quelque chose qui lui était arrivé plutôt que quelque chose qu'elle avait choisi de faire. Comment Théo et Léa s'adaptent-ils à la maison de papy et mamie? Eh bien, ils sont excités d'être ici, bien sûr, mais c'est une adaptation. Notre maison n'est pas vraiment conçue pour des enfants. Leur maison n'était pas conçue pour des enfants parce qu'ils avaient élevé les leurs il y a 30 ans et avaient passé les 2 dernières décennies à créer un environnement de retraite paisible. Maintenant, ils faisaient face à la réalité d'enfants actifs dans un espace conçu pour des adultes calmes. Et Valérie, comment gère-t-elle la transition? Une pause. Elle digère tout ça. Elle se sent terrible à propos du malentendu avec ton appartement. Malentendu. Même maintenant, le choix délibéré de Valérie d'emménager dans mon espace sans permission était reconditionné en une erreur innocente. A-t-elle commencé à chercher son propre logement? Elle explore des options, mais tu sais à quel point le marché du logement est difficile en ce moment. Et avec les besoins des enfants à considérer. Les besoins des enfants, l'excuse universelle de Valérie pour expliquer pourquoi les responsabilités normales des adultes ne s'appliquaient pas à sa situation. 3 semaines après le début de leur séjour chez mes parents, papa a appelé avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Chloé, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas exactement. C'est juste que cet arrangement de vie est plus difficile que prévu. Difficile. La façon diplomatique de papa de dire que Valérie les rendait fous. Quel genre de difficulté? Un long silence. Théo a cassé ma vitrine à trophées hier en jouant au basket dans le salon. La vitrine à trophées. La fierté de papa, remplie de récompenses de son entreprise de construction et de ses tournois de golf amateurs. La vitrine en verre qu'il passait des heures à organiser et nettoyer chaque week-end depuis aussi loin que je me souvienne. Comment est-ce arrivé? Valérie a dit que les enfants avaient besoin d'espace pour faire de l'exercice puisqu'ils ne peuvent pas jouer dehors sans surveillance dans notre quartier. Leur quartier. La rue de banlieue calme où ils avaient déménagé spécifiquement parce qu'elle était remplie de retraités et que les pelouses étaient impeccables et les ordonnances sur le bruit prises au sérieux. Qu'a-t-elle dit quand tu lui as parlé de les surveiller? Elle a dit que les enfants ont besoin de liberté pour explorer leur environnement, que trop de règles étouffent la créativité. Les règles étouffent la créativité. La réponse universelle de Valérie à toute suggestion que ses enfants devraient respecter la propriété ou l'espace des autres. Et maman, comment gère-t-elle l'ajustement? Une autre pause. Ta mère a du mal. Léa a décidé de se couper les cheveux toute seule hier avec les ciseaux de couture de maman. Dans le salon. J'ai grimacé, imaginant la scène. Le tapis blanc immaculé de maman, probablement maintenant décoré de mèches de cheveux d'une enfant de 9 ans. Où était Valérie pendant ce temps? Au téléphone avec Damien, essayant de le convaincre de la reprendre. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être interrompue pendant une conversation importante.
Bien sûr qu'elle l'était, car dans l'esprit de Valérie, gérer sa crise romantique prenait le pas sur la surveillance des tendances destructrices de ses enfants. Avez-vous déjà vécu ce moment où quelqu'un d'autre comprend enfin ce que vous avez enduré tout ce temps? Laissez un commentaire ci-dessous si vous vous êtes déjà senti justifié quand la réalité a rattrapé le déni familial. Papa, combien de temps cet arrangement est-il censé durer? C'est pour ça que j'appelle. Valérie dit qu'elle a besoin d'au moins 6 mois pour trouver le bon endroit pour les enfants. Quelque part avec de bonnes écoles, un jardin, un loyer raisonnable. 6 mois. Les critères de Valérie pour un logement acceptable, loyer abordable dans un quartier parfait avec des écoles idéales, étaient complètement déconnectés de la réalité du marché. C'est quoi son budget? Elle dit qu'elle peut se permettre environ 800 € par mois. 800 € par mois pour un endroit avec un jardin dans un bon secteur scolaire. Valérie cherchait un logement qui n'existait pas à son prix, ce qui signifiait qu'elle prévoyait de rester chez mes parents indéfiniment tout en maintenant la fiction d'une recherche active. Papa, tu me demandes un conseil ou de l'aide? Je demande. Je demande si tu penses qu'il y a des options que nous n'avons pas envisagées. Des options qu'il n'avait pas envisagées. Papa était trop poli pour me demander directement de recommencer à résoudre les problèmes de Valérie. Mais l'implication était claire. Il y a toujours des options. Valérie pourrait baisser ses exigences de logement, prendre un deuxième emploi pour se permettre de meilleurs endroits. Ou s'arranger avec Damien. Elle choisit de ne pas poursuivre ses options parce que rester avec vous est plus facile. Mais la stabilité des enfants. La stabilité des enfants souffre plus de limites incohérentes et de l'absence de conséquences que de vivre dans un appartement plus petit ou de changer d'école. Le silence s'étira assez longtemps pour que je me demande si papa traitait cette perspective pour la première fois. Chloé, je peux te demander quelque chose honnêtement? Bien sûr. Savais-tu que ce serait comme ça quand tu as refusé de la laisser rester dans ton appartement? La question m'a prise au dépourvu. Pas une demande d'argent ou d'intervention, juste de la curiosité pour savoir si j'avais anticipé ce scénario exact. Oui, dis-je simplement. Je le savais. Comment? Parce que je gère le chaos de Valérie depuis 28 ans. Je sais comment elle opère quand elle n'obtient pas son premier choix. Un autre long silence. Nous pensions que tu étais égoïste. Je sais que vous le pensiez. Nous avions tort, n'est-ce pas? C'était la première fois que l'un de mes parents remettait en question leur gestion de la situation Valérie. La première fissure dans leur front uni de loyauté familiale par-dessus tout. Vous avez fait le choix que vous pensiez être juste à ce moment-là, basé sur les informations que vous aviez. Mais toi, tu savais mieux. Je connaissais Valérie mieux. Et nous n'avons pas écouté. Ce n'était pas vraiment une question, plus une réalisation dite à voix haute. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement paisible, mon appartement secret que ma famille ne connaissait toujours pas, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. De la sympathie pour mes parents. Ils apprenaient ce que je savais depuis des années, que permettre l'irresponsabilité de Valérie et des personnes, y compris Valérie. Ils découvraient que les bonnes intentions et la loyauté familiale ne pouvaient pas remplacer les limites et les conséquences. Mais ils l'apprenaient à la dure, en vivant avec la réalité quotidienne des choix qu'ils avaient toujours défendus à distance. Une partie de moi se sentait justifiée. Une partie de moi se sentait triste pour la désillusion qu'ils vivaient. Et une partie de moi se demandait si cette crise pourrait enfin motiver de vrais changements dans notre dynamique familiale. Seul le temps nous dirait s'ils apprendraient de cette expérience ou s'ils l'endureraient simplement jusqu'à ce qu'ils puissent trouver quelqu'un d'autre pour gérer la situation Valérie. 6 semaines après le début du séjour de Valérie chez mes parents, maman m'a appelé en pleurant. Chloé, je ne sais plus quoi faire. Maman ne pleurait jamais au téléphone. C'était la diplomate de la famille, celle qui gardait son calme pendant les crises et trouvait des côtés positifs dans des situations impossibles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré des courses hier et j'ai trouvé que Théo avait envoyé un ballon de basket à travers le lustre de la salle à manger. Celui en cristal. Le lustre de la salle à manger. Celui pour lequel maman avait économisé des mois. Celui qu'elle nettoyait soigneusement chaque printemps et protégeait comme un héritage familial. Où était Valérie? Dans sa chambre avec la porte fermée. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête et avait besoin de calme. Du calme? Pendant que son fils détruisait la maison de mes parents. Qu'a-t-elle dit quand tu lui as montré le lustre?
Que les garçons seront toujours des garçons et qu'on devrait être reconnaissant qu'ils fassent de l'exercice au lieu de rester assis devant des écrans toute la journée. Les garçons seront toujours des garçons. L'excuse universelle de Valérie pour le comportement destructeur de Théo. La même phrase qu'elle avait utilisée quand il avait cassé mon ordinateur portable, rayé ma voiture et s'était servi dans mon porte-monnaie. Maman, d'où m'appelles-tu? De chez tante Catherine. Je reste chez ta tante pour quelques jours. Maman s'était enfuie chez sa sœur. La même maman qui avait passé des années à me faire la leçon sur la loyauté familiale et le fait de rester soudé dans les moments difficiles avait atteint son point de rupture. Comment papa a-t-il réagi quand tu es parti? Il a dit qu'il comprenait, mais que j'abandonnais la famille pendant une période difficile. Abandonner la famille. La même phrase qu'ils avaient utilisée quand j'avais refusé de résoudre la crise du logement de Valérie. Quelle a été la goutte d'eau? Un long silence. Hier matin, Léa a peint une fresque sur le mur de ma salle de bain. Quand j'en ai parlé à Valérie, elle a dit que j'étais trop rigide sur les possessions matérielles et que les enfants ont besoin d'exprimer leur créativité. Trop rigide sur les possessions matérielles. La façon de Valérie de dire que les affaires des autres ne comptaient pas autant que l'expression personnelle de ses enfants. Maman, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux savoir si tu as vu venir tout ça. Si tu savais que ce serait comme ça. Oui, je le savais. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? M'auriez-vous cru? Silence. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Il y a 2 mois, toute tentative de les avertir aurait été rejetée comme une preuve supplémentaire de mon attitude sans cœur envers la famille. La maison est détruite, dit-elle doucement. 20 ans à entretenir cet endroit, et on dirait qu'une tornade est passée. Que dit Valérie à propos des dégâts? Que ce sont des accidents normaux de l'enfance, et qu'on ne devrait pas faire culpabiliser les enfants d'être des enfants. Accidents normaux de l'enfance. Comme si apprendre aux enfants à respecter la propriété d'autrui allait d'une manière ou d'une autre nuire à leur développement psychologique. Combien de temps cela est-il censé durer encore? Valérie dit qu'elle cherche toujours, mais chaque endroit qu'elle trouve a des problèmes. Trop cher, mauvais quartier, pas adapté aux enfants. Trop cher, mauvais quartier, pas adapté aux enfants. Les critères de Valérie garantissaient qu'elle ne trouverait jamais rien, ce qui signifiait qu'elle pouvait rester chez mes parents indéfiniment tout en maintenant la fiction d'une recherche active. Maman, est-ce que quelqu'un a suggéré que les normes de Valérie pourraient être irréalistes pour son budget? Ton père a essayé de lui en parler. Elle a dit que nous essayions de la forcer, elle et les enfants, à vivre dans un logement insalubre parce que nous ne voulions pas d'eux dans les parages. Ne voulait pas d'eux dans les parages. Valérie avait réussi à recadrer des suggestions raisonnables comme preuve de rejet familial. Est-ce que papa s'en sort? Un rire amer. Ton père a 73 ans. Il a pris sa retraite pour lire des livres et travailler dans son jardin. Au lieu de ça, il arbitre les disputes entre Théo et Léa, nettoie les dégâts plus vite qu'il ne peut les réparer, et écoute Valérie se plaindre que nous n'avons pas les bons snacks pour les enfants. L'épuisement dans la voix de maman était profond. Ce n'était pas juste un stress d'ajustement temporaire. C'était une femme qui avait atteint la limite de sa capacité à faire face au chaos. Maman, tu veux mon conseil? Oui. S'il te plaît, dis à Valérie qu'elle a 30 jours pour trouver son propre logement. Peu importe s'il répond à tous ces critères, si elle refuse, dis-lui que tu l'aideras à faire ses valises, mais qu'elle doit partir de toute façon. On ne peut pas jeter notre fille et nos petits-enfants à la rue. Vous ne les jetez pas à la rue. Vous faites respecter des limites raisonnables dans votre propre maison. Valérie a des options. Elle choisit de ne pas les poursuivre parce que rester avec vous est plus facile. Et si elle n'a vraiment nulle part ailleurs où aller? Alors elle trouvera une solution comme le font les autres mères célibataires quand elles ont besoin d'un logement. La clé, c'est que trouver une solution devient sa responsabilité, pas la tienne. Un long silence. Et les enfants? Les enfants bénéficieront plus de voir leur mère prendre la responsabilité de fournir un logement stable que d'apprendre que d'autres personnes résoudront toujours leurs problèmes. Chloé, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que nous avons échoué en tant que parents avec Valérie? La question était si vulnérable, si différente de la position défensive habituelle de maman sur la dynamique familiale que j'ai dû réfléchir à ma réponse avec soin. Je pense que vous l'avez aimée et essayé de la protéger. Mais je pense que vous l'avez protégée de conséquences qui lui auraient appris des leçons importantes sur la responsabilité.
Et maintenant elle a 31 ans et ne sait pas comment résoudre ses propres problèmes. Elle sait comment. Elle a juste appris que créer une crise pousse les autres à la résoudre pour elle. Et toi? T'avons-nous failli aussi? J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été traitée d'égoïste pour vouloir des limites, critiquée pour ne pas être plus généreuse, culpabilisée pour avoir priorisé mes propres besoins. Vous m'avez appris à être autonome. Cela s'est avéré être un cadeau, même si ça ne ressemblait pas à ça à l'époque. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé dans ma dynamique familiale. Pour la première fois, mes parents remettaient en question leur approche envers Valérie plutôt que ma réponse à Valérie. Ils vivaient avec les conséquences des choix qu'ils avaient toujours défendus. Et ces conséquences détruisaient leur paix, leur maison et leur mariage. Peut-être que cette crise motiverait enfin de vrais changements. Ou peut-être qu'ils l'endureraient simplement jusqu'à ce qu'ils puissent trouver quelqu'un d'autre pour gérer la situation Valérie. Dans les deux cas, ce n'était plus mon urgence à résoudre. L'intervention familiale est arrivée exactement 2 semaines plus tard, déguisée en invitation à dîner. Juste quelque chose de décontracté, a dit maman quand elle a appelé de chez tante Catherine. Valérie veut vraiment crever l'abcès entre vous deux. Valérie veut vraiment. La formulation était significative car elle signifiait que Valérie avait convaincu mes parents que la réconciliation familiale était sa priorité absolue plutôt que d'éviter la responsabilité du chaos qu'elle avait créé. Quel est l'ordre du jour de ce dîner? Pas d'ordre du jour, chérie, juste du temps en famille. Une chance pour tout le monde de remettre les compteurs à zéro et de repartir sur de nouvelles bases. Remettre les compteurs à zéro et repartir sur de nouvelles bases. La solution préférée de maman aux problèmes compliqués, prétendre que le passé n'a pas existé et avancer avec une amnésie collective sur les conflits précédents. Où se passe ce dîner? À la maison, bien sûr. Valérie a pensé que ce serait sympa de cuisiner pour tout le monde. Valérie cuisinant. C'était presque drôle vu que les compétences culinaires de Valérie se limitaient à réchauffer des plats surgelés et commander des plats à emporter. Qui d'autre sera là? Juste nous. Toi, moi, ton père, Valérie et les enfants. Un petit rassemblement intime où je serais significativement en infériorité numérique face à des gens qui avaient passé des mois convaincus que mon refus de permettre le comportement de Valérie était la cause profonde de tous les problèmes familiaux. Maman, à propos de quoi exactement Valérie veut-elle crever l'abcès? Toute la situation avec l'agent Durand et l'appartement, elle se sent terrible de voir comment tout est devenu si compliqué. Devenu si compliqué. Même le langage de maman s'était adapté au récit de Valérie, transformant des choix délibérés en circonstances malheureuses. Et qu'est-ce qu'elle veut de moi? Une pause. Elle espérait que tu pourrais envisager d'aider avec les frais de l'appartement de l'agent Durand. Comme un geste de bonne foi. Et voilà. Le véritable ordre du jour caché derrière le dîner de famille et la réconciliation sincère. Valérie voulait que je paie pour les conséquences de ses choix. De combien parle-t-on? 800 € pour les nouvelles serrures et le nettoyage. 800 €. Le prix de l'intrusion de Valérie maintenant présenté comme mon opportunité de démontrer ma loyauté familiale. Maman. Valérie a causé ces dommages. Pourquoi est-ce que je paierais pour eux? Parce que tu es la seule qui peut se le permettre en ce moment. Et parce que cela montrerait à Valérie que tu te soucies plus de la famille que d'avoir raison. Avoir raison. Mon insistance sur la responsabilité de base avait été redéfinie comme une fierté obstinée que je devais surmonter pour le bien de l'unité familiale. Combien Valérie a-t-elle contribué à ces coûts? Une pause. Elle cherche du travail supplémentaire, mais avec les horaires des enfants. Donc rien. Valérie n'avait rien contribué à réparer le problème qu'elle avait créé, mais on attendait de moi que je couvre la totalité des frais. Je vais y réfléchir. Chloé, s'il te plaît, viens juste dîner. Laisse Valérie s'excuser correctement. Donne-lui une chance d'arranger les choses. Arranger les choses en me faisant payer pour ses erreurs pendant qu'elle s'attribuait le mérite de reconstruire les relations familiales. Ce dimanche-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour la première fois depuis des mois. Le quartier semblait le même, mais la maison elle-même montrait des signes de sa nouvelle résidence. La pelouse devant était jonchée de jouets. L'allée avait des dessins à la craie qui n'avaient pas été nettoyés. L'intérieur était pire. Les meubles du salon avaient été réorganisés autour d'une grande télévision. Les murs montraient des éraflures et des petits trous.
L'environnement immaculé que mes parents avaient maintenu pendant des décennies avait été transformé en quelque chose qui ressemblait à une garderie après une journée particulièrement énergique. Valérie m'a accueilli à la porte portant un tablier et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Chloé, je suis si contente que tu sois venue. J'ai fait ton rôti de bœuf préféré. » Le rôti de bœuf n'était pas mon préféré, mais c'était probablement le plat le plus compliqué que Valérie savait faire. « Merci d'avoir cuisiné. » Bien sûr. Les dîners de famille sont si importants, tu ne trouves pas? Théo et Léa sont apparus du salon, tous deux semblant plus modérés que d'habitude. « Salut, tante Chloé, » a dit Théo doucement. « Salut, Théo. Comment va l'école? » Bien. Il a jeté un coup d'œil à sa mère avant d'ajouter, « On devra peut-être changer d'école encore si on déménage. » Déménager encore. Apparemment, la recherche de logement de Valérie était toujours en cours, bien qu'elle soit chez mes parents depuis plus de 2 mois. « Où pensez-vous déménager? » Le sourire de Valérie s'est crispé. « Nous explorons des options. Je veux trouver le bon environnement pour le développement des enfants. » Le dîner était exactement ce à quoi je m'attendais. Une performance élaborée conçue pour démontrer la transformation de Valérie en un membre de la famille responsable. Elle a servi la nourriture avec des fioritures, gardé la conversation légère et positive, et fait plusieurs références à tout ce qu'elle avait appris pendant cette période difficile. Ce n'est qu'au dessert qu'elle en est venue au fait. « Je te dois d'énormes excuses » a-t-elle dit, sa voix lourde d'une sincérité répétée. « Je réalise maintenant que mes actions t'ont mise dans une position terrible. J'aurais dû demander la permission au lieu de supposer que je pouvais utiliser ton appartement. Supposer que je pouvais utiliser ton appartement. » Même ces excuses parvenaient à minimiser la violation de s'introduire par effraction chez quelqu'un. J'apprécie cela, Valérie. J'ai réfléchi à comment arranger les choses, et j'aimerais te rembourser pour tout problème que j'ai causé. Me rembourser. Formulation intéressante, considérant qu'elle ne m'avait jamais remboursé pour quoi que ce soit dans toute notre relation. Ce n'est pas nécessaire. Mais si, ça l'est. Je veux reconstruire la confiance entre nous. Elle a fait une pause dramatique. J'espérais que nous pourrions travailler ensemble pour résoudre les frais de l'appartement de l'agent Durand. Si tu pouvais aider avec les dépenses immédiates, je pourrais mettre en place un plan de paiement pour te rembourser au fil du temps. Te voilà. Valérie voulait un prêt sans intérêt déguisé en solidarité familiale. De combien de temps parle-t-on? Peut-être 6 mois. Une fois que je serai installé dans mon propre logement et que la situation des enfants sera stabilisée. 6 mois minimum avec des excuses intégrées pour les retards et les prolongations. Dans le monde de Valérie, les plans de paiement n'étaient que des façons polies de faire des demandes qui ne seraient jamais satisfaites. Valérie, qu'est-ce qui se passe si je dis non? Son calme s'est fissuré légèrement. Eh bien, je devrais trouver une autre solution. Peut-être demander à maman et papa de faire une hypothèque sur la maison. Faire une hypothèque sur la maison. L'option nucléaire conçue pour me faire sentir coupable de forcer mes parents âgés à prendre un risque financier. J'ai regardé autour de la table ma famille, maman et papa regardant avec espoir, Théo et Léa mangeant leur glace, inconscients de la manipulation adulte qui se passait autour d'eux, Valérie attendant ma réponse avec une anxiété à peine dissimulée. C'était mon moment de choix. Reprendre mon ancien rôle de résolveur de problèmes pour Valérie ou maintenir les limites que j'avais travaillé si dur à établir. Je dois y réfléchir, dis-je finalement. Le visage de Valérie s'est décomposé. Réfléchir? C'est la famille qui aide la famille. C'est aussi permettre un comportement qui a fait subir harcèlement et stress à un homme innocent. Je ne peux pas croire que tu me punisses encore pour une erreur pour laquelle je me suis déjà excusé. Punir encore. Comme si mon refus de résoudre automatiquement ces problèmes était un acte de cruauté plutôt que de l'auto-préservation de base. Je ne punis personne, Valérie. Je ne dis simplement plus oui automatiquement. Elle s'est tournée vers nos parents. C'est exactement ce dont j'avais peur. Chloé a décidé qu'elle valait mieux que nous autres. Le piège était parfaitement tendu. Convenir que je ne me pensais pas supérieur et, par implication, accepter d'aider avec la dernière crise financière de Valérie. Je pense que je suis responsable de mes propres choix et de mes propres conséquences, ai-je dit. Et je pense que tout le monde devrait être responsable des siens. Je me suis levé de table. Merci pour le dîner, Valérie. Le rôti était délicieux. Alors que je rassemblais mon sac et mon manteau,
la voix de Valérie m'a suivi jusqu'à la porte. J'espère que tu peux vivre avec toi-même, sachant que tu as choisi l'argent plutôt que la famille. L'argent plutôt que la famille. Le dernier voyage de culpabilité livré alors que je m'éloignais du rôle qu'il m'avait assigné depuis l'enfance. Mais pour la première fois de ma vie, je pouvais vivre avec moi-même parce que j'avais choisi la vérité plutôt que la complaisance, les limites plutôt que le dysfonctionnement. Et cela semblait être exactement le bon choix. 2 semaines plus tard, papa m'a appelé avec une proposition qui m'a surprise. Chloé, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi, d'accord? Si tu devais aider avec ces frais d'appartement, hypothétiquement, quelles seraient tes conditions? Conditions. Papa avait appris quelque chose sur les négociations en regardant cette crise familiale se dérouler. Pourquoi demandes-tu hypothétiquement? Un long silence. Parce que ta mère est rentrée hier, a regardé l'état de la maison, et est retournée directement chez tante Catherine sans défaire son sac. Maman était revenue, avait jeté un coup d'œil à quel que soit le nouveau chaos survenu pendant son absence, et s'était immédiatement enfuie à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était partie? Valérie a décidé que les enfants avaient besoin de plus d'espace pour leurs activités. Elle a réorganisé tous les meubles, décroché certaines décorations murales de maman pour accrocher les dessins des enfants, et converti la chambre d'amis en ce qu'elle appelle un centre de créativité au point. La chambre d'amis, l'espace soigneusement décoré par maman pour les visiteurs, transformé en atelier d'art pour des enfants à qui on n'avait jamais appris les limites. Et la réaction de maman? Elle n'a pas dit un mot, a juste regardé autour d'elle, pris son sac et est partie. Mais j'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine qui disait qu'elle ne reviendrait pas tant que Valérie n'aurait pas déménagé. Un ultimatum. Maman avait atteint sa limite absolue. Papa, si je devais payer ses frais, ma condition serait que Valérie déménage dans les 30 jours. Silence. Elle n'a nulle part où aller, dit-il finalement. Elle a les mêmes options qu'elle avait il y a 4 mois quand elle a décidé de s'introduire dans mon appartement. Elle peut baisser ses standards, obtenir un revenu supplémentaire, ou s'arranger avec Damien. Damien ne la reprendra pas. Alors elle doit explorer d'autres solutions comme le font les adultes quand ils ont besoin d'un logement. Une pause. Chloé, je sais comment cela sonne, mais pourrais-tu envisager de couvrir son premier mois de loyer quelque part juste pour l'aider à s'établir? Premier mois de loyer. La demande était passée de 800 € à potentiellement 1500 ou plus. Papa, si je paie son premier mois de loyer, que se passe-t-il quand elle ne pourra pas payer le deuxième mois? Elle se débrouillera. Le fera-t-elle? Ou y aura-t-il une autre urgence familiale qui nécessitera que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes? La question restait suspendue entre nous parce que nous connaissions tous les deux la réponse. Et si on le mettait par écrit, a demandé papa. Une sorte d'accord disant que c'est la dernière aide financière. Un contrat avec Valérie. L'idée était absurde considérant qu'elle n'avait jamais honoré aucun accord devenu gênant. Papa, penses-tu vraiment qu'un morceau de papier changerait le comportement de Valérie? Peut-être si elle comprenait que c'était absolument la dernière fois. Combien de fois lui as-tu dit que c'était la dernière fois? Un long silence. Trop de fois. Et comment cela s'est-il passé? Pas bien. Je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix. Ce n'était plus à propos de Valérie. C'était à propos d'un homme de 73 ans essayant de sauver son mariage et sa maison des dommages collatéraux du dysfonctionnement de sa fille. Si je fais ça, dis-je lentement, je dois être clair sur ce que cela signifie. D'accord. Je paie les frais de l'appartement et le premier mois de loyer ailleurs. Coût total environ 2000 €. Valérie déménage dans les 30 jours. Et c'est absolument la dernière aide financière qu'elle reçoit de ma part. Jamais. Plus jamais. Jamais, jamais. Plus d'urgence, plus d'aide temporaire, plus d'obligations familiales pour la renflouer. Et si quelque chose de vraiment grave arrive? Papa, tout avec Valérie est présenté comme vraiment grave. Mais rien de tout cela n'a été assez grave pour la motiver à changer ses habitudes. Une autre pause. Et si elle refuse de déménager même après que tu aies payé pour son nouvel endroit? Alors toi et maman faites respecter la limite. Vous lui dites qu'elle doit partir, qu'elle est ailleurs où aller ou non. Chloé. Papa, tu ne peux pas me demander de résoudre le problème de logement de Valérie et ensuite refuser d'appliquer la solution quand elle la trouve gênante. Laisse-moi parler à ta mère.
Tu as une semaine pour décider. Après ça, la situation de logement de Valérie devient quelque chose que vous gérez sans mon implication. J'ai raccroché et je me suis assise dans mon appartement calme, traitant ce que je venais d'accepter d'envisager. 2000 € pour acheter la paix de ma famille et ma propre liberté face aux futures urgences de Valérie. Cela ressemblait à payer une rançon, sauf que les ravisseurs étaient mes propres parents. Mais peut-être que cela valait la peine de fermer enfin la porte sur 28 ans à être le plan B de ma sœur. La question était de savoir si Valérie resterait réellement partie ou si c'était juste le dernier d'une série de sauvetages familiaux qui se répéteraient chaque fois que la vie deviendrait difficile. Basé sur son historique, je n'étais pas optimiste quant à sa capacité d'apprentissage. Mais j'étais optimiste quant à ma propre capacité à m'en tenir aux limites une fois qu'elles étaient clairement établies et payées à l'avance. Papa a rappelé en moins de 24 heures. Nous acceptons tes conditions. Pas de négociation, pas de demande de modification, pas de tentative de marchander pour de meilleures conditions. Papa sonnait comme un homme qui était à court d'options et de patience dans la même mesure. Comment maman a-t-elle réagi? Elle a dit de te dire qu'elle est désolée qu'il nous ait fallu si longtemps pour comprendre ce que tu as géré toutes ces années. Des excuses de maman pour avoir douté de mon évaluation du comportement de Valérie et de mon besoin de limites protectrices. Et Valérie? Valérie est moins enthousiaste à propos de l'arrangement. Je pouvais imaginer que Valérie s'attendait probablement à ce que mes parents négocient en son nom. Pour trouver un terrain d'entente qui lui permettrait de garder les avantages du soutien familial sans l'inconvénient de déménager réellement. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Que 30 jours ne suffisent pas pour trouver un endroit décent. Que précipiter les décisions de logement sous pression n'est pas juste pour les enfants. Que la famille devrait se soutenir à travers les transitions au lieu de poser des ultimatums. La famille devrait se soutenir. La réponse standard de Valérie à toute situation qui nécessitait un effort ou un sacrifice de sa part. Lui as-tu expliqué que ce n'est pas un ultimatum? C'est une offre avec conditions. J'ai essayé. Elle a dit que les conditions étaient conçues pour l'humilier et prouver qu'elle est un fardeau pour la famille. L'humilier. Valérie avait réussi à recadrer son expulsion de la maison de mes parents comme une attaque personnelle plutôt que comme une conséquence naturelle du fait d'avoir rendu leur maison invivable. A-t-elle commencé à chercher des appartements? Elle dit qu'elle l'a fait, mais chaque endroit qu'elle a trouvé a des problèmes. Trop cher, mauvais quartier, pas adapté aux enfants. Les critères de Valérie garantissaient qu'elle ne trouverait jamais rien, ce qui signifiait qu'elle pouvait rester indéfiniment tout en maintenant la fiction d'une recherche active. C'est quoi sa fourchette de prix? Elle dit qu'elle a besoin d'au moins un T3 pour moins de 1000 € par mois, de préférence avec un jardin. 1000 € par mois pour un T3 avec jardin. Les attentes budgétaires de Valérie étaient complètement déconnectées de la réalité du marché. Papa, ce budget pourrait lui obtenir un petit T2 dans un quartier moins désirable. Je sais. J'ai essayé d'expliquer ça, mais elle dit qu'elle ne sacrifiera pas le bien-être de ses enfants pour respecter une date limite arbitraire. Date limite arbitraire. Mon exigence de 30 jours avait été redéfinie comme cruelle et déraisonnable. La date limite tient toujours, ai-je dit fermement. 30 jours à partir d'aujourd'hui où l'offre expire. Et si elle trouve un endroit mais a besoin d'aide avec la caution? Ses coûts sortent des 2000 €. Ce n'est pas de l'argent supplémentaire. Une pause. Chloé, et si elle refuse juste de partir? Alors toi et maman l'expulsez légalement si nécessaire. On ne peut pas jeter notre fille à la rue. Vous ne la jetez pas dehors. Vous faites respecter des limites raisonnables dans votre propre maison. Valérie a des options. Elle choisit de ne pas les poursuivre parce que rester avec vous est plus facile. La vérité s'est installée entre nous. Valérie n'était pas impuissante. Elle était simplement habituée à ce que ses problèmes soient résolus par d'autres personnes. 3 jours plus tard, Valérie m'a appelé elle-même. Chloé, il faut qu'on parle. De quoi? De ces conditions déraisonnables que tu as attachées à l'aide à la famille. Quelles conditions trouves-tu déraisonnables? Le délai principalement. 30 jours ne suffisent pas pour prendre des décisions de logement responsables. J'ai besoin d'au moins 2 mois pour trouver le bon endroit pour les enfants. 2 mois. Valérie voulait prolonger son séjour de 8 semaines supplémentaires pendant que maman continuait de se cacher chez tante Catherine. Le délai n'est pas négociable, Valérie. Pourquoi pas? Quelle différence cela fait-il pour toi entre 30 jours et 2 mois?
Ça fait la différence entre maman qui rentre à la maison et maman qui demande la séparation. Une pause. C'est ridicule. Maman ne quitterait pas papa pour quelque chose comme ça. Maman a déjà quitté papa pour quelque chose comme ça. Elle est partie depuis 3 semaines. C'est de la manipulation émotionnelle. C'est riche venant de quelqu'un qui a construit sa vie autour de la manipulation des émotions familiales pour éviter les conséquences. Valérie, je t'offre 2000 € et 30 jours pour trouver un logement. C'est plus généreux que ce que n'importe qui d'autre a offert. Ce n'est pas une question d'argent. Alors de quoi s'agit-il? C'est à propos de toi utilisant cette situation pour prouver que tu avais raison sur moi depuis le début. Tu veux que j'échoue. Je veux que tu réussisses. Je veux que tu trouves un logement stable et que tu construises une vie indépendante. Je veux juste que tu le fasses sans que je subventionne tes choix indéfiniment. Facile à dire pour toi. Tu n'as pas d'enfant à considérer. Et voilà, la défense ultime de Valérie, prétendant que la parentalité l'exemptait de la responsabilité adulte de base. Beaucoup de mères célibataires trouvent un logement et subviennent leurs besoins sans compter sur les sauvetages familiaux. Tout le monde n'a pas une famille prête à aider. Je pensais que si, mais apparemment j'avais tort. Le voyage de culpabilité était parfaitement exécuté. J'abandonnais ses enfants, détruisais les liens familiaux, échouais au test de base de loyauté. Valérie, l'offre tient jusqu'à vendredi prochain. C'est à prendre ou à laisser. Et si tu laisses, alors tu te débrouilles pour ta situation de logement sans mon implication. J'ai raccroché, me sentant complètement calme à l'idée de tenir bon sur les limites que j'avais établies. 27 jours plus tard. Valérie a trouvé un appartement le jeudi, avec 2 jours d'avance. Un T3 dans un complexe de logements sociaux à l'autre bout de la ville, pas le paradis de banlieue avec jardin et école parfaite qu'elle avait imaginé, mais un logement réel qu'elle pouvait se permettre avec ses revenus. Le déménagement s'est fait sans cérémonie ni adieu dramatique. Valérie a fait ses valises tout en maintenant un commentaire continu sur la façon dont elle était forcée de partir par des attentes irréalistes et une compassion familiale insuffisante. J'ai transféré l'argent comme promis. 800 € pour les dommages de l'appartement de l'agent Durand. 1200 € pour le premier mois de loyer et la caution de Valérie. 2000 € pour acheter la paix de ma famille et ma propre liberté face aux futures urgences de Valérie. Maman est rentrée à la maison le jour après le déménagement de Valérie et a passé le week-end à évaluer les dégâts. Les coûts de réparation étaient considérables. Nouvelle moquette partout au rez-de-chaussée, nettoyage professionnel de tous les meubles, réparation aux murs et aux portes, remplacement du lustre et de la vitrine à trophées. La facture finale dépassait les 4000 €. J'ai payé ce que j'avais promis. Mes parents ont couvert le reste sans se plaindre, ce qui me disait exactement à quel point ils avaient été désespérés de récupérer leur maison. Pendant 2 semaines, la maison a été calme. Maman et papa ont repris leur routine de retraite faite de lecture, de jardinage et de dîner paisible ensemble. Les jouets ont disparu de la pelouse avant. Les éraflures ont été repeintes. La chambre d'amis a retrouvé sa vocation première. Puis Valérie a appelé. Chloé, je voulais te remercier de m'avoir aidé à m'installer dans le nouvel endroit. Me remercier. C'était inattendu. Valérie exprimait rarement de la gratitude, surtout quand cela reconnaissait la générosité de quelqu'un d'autre. Comment Théo et Léa s'adaptent-ils? Vraiment bien. Théo aime sa nouvelle école et Léa s'est fait des amis avec la fille d'à côté. C'est super à entendre. En fait, c'est pour ça que j'appelle. Les enfants ont demandé de tes nouvelles, se demandant quand ils verraient leur tante à nouveau. Les enfants ont demandé. La façon diplomatique de Valérie de tester si mon aide financière avait réinitialisé notre relation à sa dynamique précédente. Ils sont les bienvenus pour m'appeler quand ils veulent. Je pensais plus à une visite. Peut-être que tu pourrais venir dîner ce week-end. Une invitation à dîner. Valérie sondait déjà les limites de notre nouvel arrangement. Je ne suis pas disponible ce week-end. Et le week-end prochain? Je te ferai savoir. Une pause. Chloé, j'ai l'impression qu'il y a encore une tension entre nous qui n'a pas besoin d'être là. Tension. Le mot de Valérie pour mon refus de prétendre que notre relation pouvait simplement revenir à la normale. Quel genre de tension? Comme si tu étais encore en colère à propos de ce qui s'est passé avec la situation de l'appartement. La situation de l'appartement? Même maintenant,
Valérie ne pouvait pas décrire ses actions avec précision. La violation de domicile était devenue une situation. Je ne suis pas en colère, Valérie. Je ne suis juste pas intéressé à reprendre nos vieux schémas. Quel schéma? Le schéma où tes urgences deviennent mes obligations. Où la loyauté familiale est mesurée par ma volonté de sacrifier mes ressources pour ton confort. Ce n'est pas juste. Je ne t'ai jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit. Jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit. Valérie avait perfectionné l'art de créer des crises qui nécessitaient les ressources des autres tout en maintenant un déni plausible. Valérie, comprends-tu pourquoi j'ai eu besoin de fixer des limites? Honnêtement, non. Je pense que tu as décidé que tu en avais marre de faire partie de cette famille et que tu as trouvé des excuses pour justifier de t'éloigner. Dans l'esprit de Valérie. Mes limites n'étaient pas une question d'autopréservation. C'était une question de rejet des obligations familiales par égoïsme. J'espère que les choses se passeront bien pour toi dans ton nouvel endroit. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, tu vas vraiment me couper les ponts définitivement parce que j'ai fait une erreur? Une erreur? Au singulier. Tout ça, l'intrusion, la destruction de la maison de nos parents, la manipulation, les voyages de culpabilité, réduits à une petite erreur de jugement. Je ne te coupe pas les ponts. Je ne reprends juste pas le rôle de résoudre tes problèmes. Et s'il y a une vraie urgence, quelque chose de grave avec les enfants? Alors tu le géreras comme le font les autres mères célibataires. En contactant les ressources appropriées et en prenant des décisions responsables. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande si elle avait raccroché. Tu as vraiment changé, dit-elle finalement. Oui, j'ai changé. Pas pour le mieux. Peut-être pas de son point de vue. L'ancienne Chloé avait été utile à Valérie. La nouvelle Chloé ne l'était pas. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que quelque chose de profond avait changé. Pour la première fois dans notre relation, je ressentais une paix véritable concernant la situation de Valérie. Elle avait un logement stable dont elle était responsable. Théo et Léa avaient une fréquentation scolaire constante. Maman et papa avaient retrouvé leur maison et leur mariage, et j'avais récupéré ma vie. 3 mois plus tard, maman a appelé avec ce qu'elle a décrit comme de bonnes nouvelles. Valérie s'en sort vraiment bien dans son appartement. Elle est à jour avec le loyer. Les enfants semblent installés. Et elle parle même de prendre des cours au CNAM. C'est super, maman. Elle voit aussi quelqu'un, un homme gentil qu'elle a rencontré à l'école de Théo. Il semble très stable, très responsable. Un homme stable et responsable qui ne savait probablement pas encore que Valérie s'attendait à ce que ses partenaires romantiques subventionnent son mode de vie et résolvent ses problèmes logistiques. J'espère que ça marchera pour elle. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée de la façon dont les choses sont devenues si compliquées entre vous deux. Des excuses livrées par intermédiaire. La méthode préférée de Valérie pour exprimer des regrets sans reconnaître de tort spécifique. J'apprécie cela. Penses-tu que tu pourrais envisager de l'inviter pour Noël? Les enfants manquent vraiment à leur tante. Le dîner de Noël. Maman testait si assez de temps s'était écoulé pour que je reprenne les traditions familiales incluant Valérie. Je vais y réfléchir. Elle a vraiment changé, Chloé. Vivre de manière indépendante lui a fait du bien. Peut-être que oui. Peut-être que faire face à de vraies conséquences avait réellement motivé Valérie à développer des compétences d'adaptation et une autonomie. Ou peut-être qu'elle était simplement entre deux crises, profitant d'une stabilité temporaire avant la prochaine urgence qui nécessiterait une intervention familiale. Dans tous les cas, ce n'était plus mon problème à résoudre. Une semaine plus tard, papa a appelé avec des nouvelles différentes. Chloé, je voulais te prévenir de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le nouveau petit ami de Valérie a rompu avec elle. Elle est assez bouleversée à ce sujet. L'homme stable et responsable avait apparemment découvert quelque chose sur Valérie qui l'avait fait reconsidérer la relation. Je suis désolé d'entendre ça. Elle appelle ta mère tous les jours en pleurant sur la difficulté de sortir avec quelqu'un en tant que mère célibataire. Hier, elle a mentionné qu'elle ne pourrait peut-être pas payer le loyer le mois prochain sans son aide. Sans son aide. Valérie s'attendait apparemment à ce que son nouveau petit ami contribue à ses dépenses après seulement 3 mois de relation. Qu'est-ce que maman lui a dit? Qu'elle doit gérer ses propres finances. Mais Chloé, j'ai peur qu'elle te demande de l'aide.
Si elle le fait, je dirai non. Même si elle présente ça comme une urgence? Surtout à ce moment-là. Une pause. Je dois te demander, ne vas-tu vraiment plus jamais l'aider? Quoi qu'il arrive. C'était la question que j'attendais. Le test pour savoir si mes limites étaient réelles ou juste un levier temporaire dans les négociations familiales. Papa, je ne vais pas permettre le schéma de Valérie de créer des crises et d'attendre que d'autres personnes les résolvent. Ça ne l'aide pas et ça n'aide pas la famille. Mais si quelque chose de vraiment grave arrive, alors Valérie apprendra à gérer des situations vraiment graves comme le font les autres adultes, en faisant des choix difficiles, en acceptant l'aide des ressources appropriées et en gérant les conséquences. Tu as l'air si froide quand tu parles d'elle. Froide. Le mot que Valérie avait probablement utilisé pour décrire mon refus de reprendre le soutien financier. Je ne suis pas froide, papa. Je suis réaliste. Valérie a 31 ans, un emploi et un cerveau. Elle est capable de gérer sa propre vie si elle arrête d'attendre que les autres le fassent pour elle. Et si elle ne peut vraiment pas gérer, si elle finit à la rue ou perd les enfants, alors ses conséquences pourraient enfin la motiver à faire des choix différents. Le silence qui a suivi était lourd de la désapprobation de papa. Je n'aurais jamais pensé t'entendre dire ça de ta propre sœur. Il y a 5 ans, je ne l'aurais pas dit. Mais il y a 5 ans, je prétendais encore que permettre à Valérie de faire n'importe quoi était la même chose que de l'aimer. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que cette conversation avait été inévitable. Ma famille testait ma résolution. Voir si la stabilité apparente de Valérie avait adouci ma position sur les limites. Ce n'était pas le cas. Au contraire, le bref succès de Valérie à gérer sa propre vie prouvait qu'elle était capable d'indépendance quand les circonstances l'exigeaient. Le fait qu'elle positionnait déjà sa prochaine crise de la rupture, les problèmes potentiels de loyer ou comme des urgences familiales prouvaient qu'elle n'avait en fait rien appris de fondamental sur la responsabilité personnelle. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. Valérie appelait de son propre numéro pour la première fois depuis des mois. Chloé, j'ai vraiment besoin de te parler. De quoi? Je traverse une période vraiment difficile en ce moment. Mathieu, mon copain, a mis fin à notre relation et je ne sais pas comment je vais tout gérer toute seule. Tout gérer toute seule. Valérie avait fréquenté cet homme pendant 3 mois et était déjà devenue dépendante de son soutien financier. Je suis désolé que la relation n'ait pas fonctionné. Ce n'est pas juste ça. Il m'aidait avec certaines dépenses et maintenant je ne sais pas comment je vais payer le loyer le mois prochain. Et voilà. La crise qui nécessiterait une intervention familiale. Pile à l'heure. Quelles sont tes options? C'est pour ça que j'appelle. J'espérais que peut-être tu pourrais m'aider juste cette fois. Juste jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Juste cette fois. Juste jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Les mêmes phrases que Valérie avait utilisées des dizaines de fois au fil des ans. Valérie, je ne vais pas t'aider financièrement. Même si je risque de perdre mon appartement. Même à ce moment-là. Et Théo et Léa? Tu les laisserais vraiment être sans abri? La carte des enfants déployée avec un timing parfait. Théo et Léa ne seront pas sans abri. Tu trouveras une solution parce que tu y seras obligé. Je ne peux pas croire que tu vas m'abandonner quand j'ai le plus besoin de toi. M'abandonner. Le langage de la victimisation conçu pour me faire sentir coupable de maintenir des limites. Je ne t'abandonne pas, Valérie. Je refuse de permettre ton schéma d'irresponsabilité financière. Ce n'est pas un schéma. C'est une urgence. C'est la même urgence que tu as depuis 15 ans. La seule chose qui change, c'est l'excuse. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Valérie, puis maman, puis papa. Je les ai tous laissés aller sur messagerie. Au matin, j'avais 12 appels manqués et 7 messages vocaux. Toutes des variations sur le thème que j'étais sans cœur envers ma sœur en difficulté. Mais j'avais aussi quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, une confiance totale que mes limites étaient nécessaires et appropriées. Valérie résoudrait son problème de loyer parce qu'elle y serait obligée. Elle trouverait des ressources, ferait des choix difficiles, ou ferait face à des conséquences qui pourraient enfin motiver de vrais changements dans son comportement. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, ce processus se produirait sans mon implication. Cela ressemblait à de la liberté. Les appels de ma famille ont continué pendant 3 jours, chacun plus désespéré que le dernier.
Le loyer de Valérie était dû dans une semaine. Elle avait épuisé ses économies pendant sa relation avec Mathieu. Elle avait fait une demande d'aide d'urgence, mais la liste d'attente était de plusieurs mois. Elle faisait face à l'expulsion et à une potentielle situation de sans-abrisme avec 2 enfants. Selon les messages vocaux de plus en plus frénétiques, c'était différent de toutes ces crises précédentes parce que les enjeux étaient tellement plus élevés. La stabilité des enfants était en danger. Valérie parlait de tout abandonner. La famille se ralliait autour d'elle pendant cette véritable urgence. Le jeudi, maman m'a appelé au travail en pleurant. « Chloé, s'il te plaît. Je t'en supplie juste cette fois. Maman, nous avons déjà eu cette conversation. Pas à propos de ça. C'est différent. Valérie pourrait perdre les enfants si elle devient sans abri. Les services sociaux pourraient s'en mêler. Les services sociaux, la menace nucléaire qui était censée me faire abandonner mes limites et sauver Valérie des conséquences de ses choix. Maman, si Valérie perd son logement, ce ne sera pas parce que j'ai refusé de payer son loyer. Ce sera parce qu'elle a pris des décisions financières basées sur le revenu de quelqu'un d'autre au lieu du sien. Elle ne savait pas que la relation allait se terminer. Ce qui est exactement pourquoi. Les adultes ne deviennent pas financièrement dépendants de quelqu'un qu'ils fréquentent depuis 3 mois. Tu es si froide à ce sujet. Je suis réaliste à ce sujet. Une pause. Et si nous contribuions tous? Moi, ton père, peut-être ta tante Catherine. Si tout le monde aidait un peu. Alors vous permettriez l'irresponsabilité de Valérie en groupe au lieu d'individuellement. Chloé, ce sont ta nièce et ton neveu dont nous parlons. Oui, ce sont eux. Et la meilleure chose que je puisse faire pour eux est de refuser de leur apprendre que d'autres personnes résoudront toujours les problèmes de leur mère. Maman pleurait plus fort maintenant. Je ne peux pas croire que tu es devenue cette personne. Cette personne. Quelqu'un qui maintenait des limites au lieu de sacrifier constamment mes ressources pour les mauvais choix des autres. Je suis devenu quelqu'un qui comprend la différence entre aider et favoriser. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué les numéros de mes parents pour le reste de la journée. J'avais besoin d'espace pour penser sans manipulation émotionnelle constante. Ce soir-là, j'ai débloqué leur numéro pour trouver 14 appels manqués et un SMS de papa qui disait simplement « Appelle-moi ». C'est important. Quand j'ai rappelé, papa semblait épuisé. Valérie a appelé en panique ce soir. Elle dit qu'elle doit quitter l'appartement d'ici dimanche ou faire face à une procédure d'expulsion. D'accord. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Papa, qu'est-ce que tu veux que je dise? Valérie a créé cette crise en prenant de mauvaises décisions financières. Maintenant, c'est à elle de la résoudre. Et si elle ne peut pas la résoudre, alors elle subira les conséquences de ces mauvaises décisions. Peut-être que ces conséquences motiveront de meilleurs choix à l'avenir. Un long silence. Ta mère veut lui donner l'argent. C'est le choix de maman. Nous n'avons pas 1500 € dans notre fonds d'urgence. Alors elle ne peut pas donner 1500 € à Valérie. Elle parle de prendre une hypothèque sur la maison. Une hypothèque. Maman était prête à mettre leur sécurité de retraite en danger plutôt que de laisser Valérie faire face aux conséquences de ses choix. Papa, c'est une idée terrible. Je sais que c'est une idée terrible, mais je ne sais pas comment l'arrêter sans paraître sans cœur envers les petits-enfants. Tu l'arrêtes en soulignant que d'hypothéquer votre retraite pour payer le loyer de Valérie ne résout pas le problème fondamental de Valérie. Ça retarde juste la prochaine crise tout en créant une nouvelle crise pour toi et maman. Veux-tu lui parler? Elle t'écoutera peut-être. Elle ne m'écoutera pas à ce sujet. Dans son esprit, je suis la fille qui a abandonné la famille au moment où elle en avait le plus besoin. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? C'était la première fois que papa me demandait conseil sur la gestion de Valérie plutôt que de me demander de résoudre les problèmes de Valérie directement. Je pense que tu devrais dire à Valérie que tu n'as pas l'argent pour aider et qu'elle doit explorer d'autres options. Colocataire, déménager dans un endroit moins cher, demander une pension alimentaire à Damien, prendre un deuxième emploi. Il y a des solutions qui ne nécessitent pas de renflouement familial. Et si elle dit qu'elle a déjà exploré ces options? Alors elle les explore plus fort. Ou elle fait face aux conséquences de ne pas trouver de solution. Une autre pause. Je n'arrête pas de penser à Théo et Léa. Ils n'ont rien demandé de tout ça. Non, en effet.
Mais ils ne bénéficient pas non plus d'apprendre que l'irresponsabilité de leur mère sera toujours sauvée par des grands-parents qui sacrifient leur propre sécurité. Quand est-ce que c'est devenu si compliqué? Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement calme et j'ai essayé d'imaginer ce qui se passerait pendant le week-end. Valérie passerait probablement son vendredi à appeler tout ce qu'elle avait connu, cherchant quelqu'un pour lui prêter 1500 €. Quand cela échouerait, elle passerait le samedi à pleurer auprès de maman sur le fait que ses enfants deviendraient sans abri. D'ici dimanche, maman céderait probablement et accepterait l'hypothèque. Ou peut-être, juste peut-être, Valérie résoudrait réellement son propre problème. Elle trouverait un colocataire, négocierait avec son propriétaire, demanderait une aide d'urgence ou découvrirait des ressources qu'elle n'avait jamais pris la peine de rechercher auparavant. Dans tous les cas, ce n'était pas mon urgence à résoudre. Le dimanche soir, papa a appelé avec une mise à jour. Valérie a trouvé une colocataire. Ah bon? Une autre mère célibataire de l'école de Théo. Elles vont partager le loyer et les charges. Une colocataire. Valérie avait réellement résolu son propre problème par ses propres efforts. C'est une excellente nouvelle. Ça l'est. Bien que Valérie soit contrariée de devoir partager l'espace avec les enfants de quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'elle l'était. Même quand Valérie résolvait ses propres problèmes, elle trouvait des raisons d'être insatisfaite des solutions qui ne répondaient pas à ses préférences exactes. Comment maman et papa gèrent-ils ça? Ta mère est soulagée mais déçue que Valérie ne soit pas venue nous voir pour de l'aide. Déçue que Valérie ne soit pas venue les voir pour de l'aide. Maman était en fait contrariée que Valérie ait trouvé l'indépendance au lieu de nécessiter une intervention familiale. Et toi? Je suis fier d'elle pour s'être débrouillée et reconnaissant de ne pas avoir à prendre une hypothèque. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que quelque chose de significatif s'était produit. Valérie avait fait face à une véritable crise et l'avait résolue sans aide familiale. Elle avait été forcée de devenir ingénieuse et elle avait découvert qu'elle était capable de trouver des solutions quand les renflouements n'étaient pas disponibles. C'était exactement ce que j'avais espéré qu'il se passerait quand j'avais commencé à maintenir des limites. Que Valérie se souvienne ou non de cette leçon lors de sa prochaine crise restait à voir, mais au moins maintenant, il y avait la preuve qu'elle pouvait résoudre ses propres problèmes quand elle le devait. L'arrangement de colocation a duré exactement 6 semaines. Papa m'a appelé un mardi matin, la voix serrée de frustration. La situation de logement de Valérie s'est effondrée. Elle et la colocataire ont eu une sorte de conflit, et maintenant elle cherche un nouvel endroit. Une sorte de conflit. Je pouvais imaginer ce que cela signifiait. Valérie s'était probablement attendue à ce que sa colocataire s'adapte à l'horaire de ses enfants, partage les charges de manière inégale ou fournisse des services de garde gratuits. Qu'est-ce qui s'est passé? Valérie dit que la femme était déraisonnable concernant les règles de la maison. Apparemment, elle voulait que Valérie surveille les enfants de plus près et contribue aux horaires de ménage. Surveille les enfants de plus près. La colocataire de Valérie avait commis l'erreur d'attendre une éducation de base et des responsabilités ménagères partagées. Où loge Valérie maintenant? Avec nous. Temporairement. Temporairement. Le mot qui ne signifiait jamais temporairement quand il s'agissait de Valérie. Papa, je sais ce que tu penses, mais c'est vraiment temporaire. Juste jusqu'à ce qu'elle trouve un autre endroit. Depuis combien de temps est-elle de retour? 3 jours. Et avant que tu ne demandes, oui, la maison est à nouveau le chaos. Mais ta mère et moi en avons discuté, et nous pouvons gérer quelques semaines de désagrément. Quelques semaines de désagrément. Papa se préparait déjà à la réalité à long terme du retour de Valérie. Quel est son budget logement cette fois? Elle dit qu'elle a appris sa leçon sur la dépendance aux colocataires. Elle veut son propre endroit, quelque chose de stable pour les enfants. Son propre endroit. Valérie avait d'une manière ou d'une autre conclu que le problème avec son arrangement précédent était le partage de l'espace plutôt que son incapacité à respecter les limites des autres. Et son budget pour ce propre endroit. Une pause. Elle regarde des endroits autour de 1200 € par mois. 1200 € par mois. Le budget de Valérie avait augmenté de 50% depuis sa dernière recherche de logement malgré l'absence d'augmentation de revenus. Papa, comment compte-t-elle se permettre 1200 € par mois? Elle dit qu'elle fait du travail en freelance à côté. Du travail en freelance. Le revenu supplémentaire mystérieux de Valérie qui couvrirait d'une manière ou d'une autre la différence entre son budget précédent de 800 € et ses nouvelles attentes de 1200 €.
Quel genre de travail en freelance? Je ne suis pas entièrement sûr. Quelque chose avec le marketing sur les réseaux sociaux. Marketing sur les réseaux sociaux. Valérie avait probablement gagné 50 € en aidant quelqu'un à créer un compte Instagram et s'était convaincue que c'était un flux de revenus durable. Papa, tu sais où ça va, n'est-ce pas? Où quoi va? Valérie va passer quelques semaines à regarder des appartements qu'elle ne peut pas se permettre. Déclarer que le marché du logement est impossible et s'installer pour un séjour prolongé pendant qu'elle trouve des solutions au point. Elle a promis que ce serait temporaire. Elle promet beaucoup de choses. Une pause. Chloé, je dois te demander quelque chose. Quoi? Vas-tu un jour pardonner à Valérie? Vas-tu un jour vouloir avoir une relation avec ta sœur à nouveau? La question m'a prise au dépourvu. Pas parce que je n'y avais pas pensé, mais parce que j'avais supposé que ma famille comprenait que je ne gardais pas rancune ou ne nourrissais pas de ressentiment. Papa, je ne suis pas en colère contre Valérie. Je ne veux juste pas reprendre le rôle de résoudre ses problèmes. Mais tu ne veux même pas la voir. Tu ne viens pas au dîner de famille. Tu ne viens pas quand elle est ici. Parce que chaque réunion de famille devient une occasion pour elle de créer une nouvelle crise qui nécessite mon implication. Et si elle promettait de ne pas te demander d'aide? Elle a déjà fait cette promesse avant. Et si nous promettions de nous assurer qu'elle ne te demande pas d'aide? J'ai presque ri. Mes parents, qui n'avaient jamais réussi à empêcher Valérie de manipuler la dynamique familiale, allaient soudainement devenir des gardiens de limites efficaces. Papa, j'ai une relation avec Valérie. C'est une relation où je suis poli quand nous interagissons, favorable à ses véritables succès, et indisponible pour les urgences financières. Ce n'est pas une punition ou du ressentiment. C'est juste des limites saines. Ça ne ressemble pas à une relation. Ça ne ressemble pas à l'ancienne relation où les besoins de Valérie déterminaient les choix de tout le monde. Tu as raison là-dessus. Une autre pause. Tu manques à ta mère. Maman est la bienvenue pour avoir une relation avec moi qui ne tourne pas autour de la gestion de la crise de Valérie. Mais les dîners de famille, les vacances, sont des occasions où Valérie crée typiquement un drame qui nécessite que quelqu'un répare quelque chose. Je ne suis plus intéressé à être la réparatrice désignée. Donc, tu vas vraiment manquer de voir Théo et Léa grandir à cause de tes problèmes avec Valérie? Problème avec Valérie. Papa avait recadré mes limites comme des conflits personnels que je devais surmonter pour le bien de l'harmonie familiale. Je ne manque rien, papa. Théo et Léa sont les bienvenus pour m'appeler n'importe quand. Ils sont les bienvenus pour passer du temps avec moi sans Valérie. Ils sont les bienvenus pour avoir une relation avec leur tante qui n'est pas médiée par la dernière crise de leur mère. Valérie n'accepterait jamais ça. Alors Valérie priorise son propre confort sur la relation de ses enfants avec leur famille élargie. La conversation s'est terminée avec nous deux frustrés. Papa voulait que je prétende que notre dynamique familiale pouvait revenir à la normale. Je voulais qu'il comprenne que la normale avait été dysfonctionnelle. 2 heures plus tard, Valérie m'a appelé directement. Chloé, nous devons avoir une conversation sur cette situation familiale. Quelle situation? La situation où tu t'es complètement coupé de ta nièce et de ton neveu à cause d'un grief imaginaire contre moi. Grief imaginaire. Valérie avait réussi à redéfinir des mois de violation de limites, de manipulation financière et de chantage émotionnel comme des conflits qui n'existaient que dans mon esprit. Je ne me suis coupé de personne, Valérie. Tu refuses de venir aux événements familiaux. Tu ne viens pas visiter quand je suis chez maman et papa. Tu agis comme si j'étais une sorte de personne dangereuse dont les enfants doivent être protégés. J'agis comme si tu étais quelqu'un qui crée des crises qui nécessitent que d'autres personnes les résolvent. Parce que c'est exactement ce que tu fais. Ce n'est pas juste. Quelle partie? Tout ça. Je ne t'ai rien demandé depuis des mois parce que tu as été clair que tu ne fournirais rien. Ce n'est pas la même chose que de ne pas avoir besoin d'aide. Donc, tu admets que tu me punis. Je maintiens des limites qui protègent ma tranquillité d'esprit et découragent ta dépendance aux renflouements familiaux. Ma dépendance? J'ai été complètement indépendante depuis que j'ai emménagé dans mon propre appartement. Pendant 6 semaines jusqu'à ce que la situation de colocation devienne gênante et que tu reviennes chez maman et papa. C'est temporaire, Valérie. Tout avec toi est toujours temporaire jusqu'à ce que ça devienne permanent. Tu es de retour dans ton ancienne chambre. Les enfants perturbent à nouveau la routine de maman et papa.
Et tu regardes des appartements que tu ne peux pas te permettre en attendant que quelqu'un d'autre résolve ton problème de logement. Je n'attends personne pour résoudre quoi que ce soit. Alors pourquoi vis-tu chez nos parents âgés au lieu d'un endroit que tu peux réellement te permettre? Silence. Valérie, je ne te déteste pas. Je ne suis pas en colère contre toi. Je refuse juste de participer à la dynamique familiale où tes urgences deviennent les obligations de tout le monde. Et si une vraie urgence arrive, quelque chose de grave avec les enfants ou ma santé, alors tu le géreras comme les autres adultes gèrent les urgences, en faisant des choix difficiles et en utilisant les ressources appropriées. Tu as vraiment changé. Oui, j'ai changé. J'ai appris la différence entre être utile et être utilisé. Et tu penses que je t'utilisais? Je pense que tu nous utilisais tous. Et nous te laissions faire parce que nous confondions permettre avec aimer. J'ai raccroché, sachant que cette conversation serait rapportée à mes parents comme une preuve de mon attitude froide et impardonnable envers la famille. Mais pour la première fois, j'avais pu articuler exactement pourquoi mes limites existaient et pourquoi elles devaient rester en place. Valérie n'était pas maléfique ou malveillante. C'était quelqu'un qui avait appris que créer des crises poussait les autres à résoudre ses problèmes, et elle n'avait jamais été forcée de développer des stratégies d'adaptation alternatives. Tant qu'elle ne serait pas forcée de développer ces stratégies, elle continuerait de créer des crises. Et tant que ma famille ne cesserait pas de répondre à ces crises par des renflouements, le schéma continuerait indéfiniment. 6 mois plus tard, Valérie vivait toujours chez mes parents. Le séjour temporaire était devenu permanent, tout comme je l'avais prédit. Maman avait cessé de mentionner des dates de fin pour l'arrangement. Papa avait cessé de prétendre qu'il appréciait sa retraite. Les appels de ma famille étaient devenus moins fréquents, mais plus intenses. Des invitations au dîner de Noël qui venaient avec des discours culpabilisants sur le fait de manquer les traditions familiales. Des brunchs de Pâques qui étaient présentés comme des occasions de réparer les relations endommagées. Des fêtes d'anniversaire pour Théo et Léa qui incluaient des leçons sur l'importance de l'unité familiale. Je les ai toutes déclinées poliment et systématiquement. Puis maman a appelé avec une nouvelle qui m'a surprise. Valérie est fiancée. Fiancée à un homme nommé Julien. Elle l'a rencontré à son travail. Il semble très gentil, très stable. Très stable. La même description qu'ils avaient utilisée pour Mathieu, le petit ami qui avait duré 3 mois avant de découvrir que sortir avec Valérie signifiait subventionner tout son mode de vie. Depuis combien de temps sortent-ils ensemble? Environ 2 mois. Mais Valérie dit, quand on sait de point. 2 mois. Valérie s'était fiancée à quelqu'un après 2 mois, n'ayant rien appris de son désastre relationnel précédent. Quand est le mariage? Cet été. Julien est impatient de commencer à construire une vie ensemble. Julien était impatient de commencer à construire une vie ensemble avec une femme qui vivait chez ses parents et n'avait jamais réussi à maintenir un logement indépendant. J'espère que ça marchera pour elle. Elle voulait que je te demande si tu serais prête à être dans le cortège du mariage. Le cortège du mariage? Valérie voulait que je participe à la célébration de son mariage avec un homme qu'elle connaissait depuis 8 semaines. Maman, je ne vais pas être dans le mariage de Valérie. C'est ta seule sœur et elle épouse quelqu'un qu'elle connaît à peine après un schéma d'irresponsabilité financière et de dysfonctionnement relationnel. Ce n'est pas quelque chose que je veux célébrer. Tu es très critique. Je suis réaliste sur les schémas. Et si cette fois c'était différent? Et si Julien était la personne qui aide Valérie à enfin mettre de l'ordre dans sa vie? Et si cette fois c'était différent? La question que ma famille posait à propos de Valérie depuis 20 ans, malgré les preuves accablantes que cette fois était toujours la même que la dernière fois. Maman, si Valérie met de l'ordre dans sa vie, je serai sincèrement heureuse pour elle. Mais je ne vais pas participer à un autre geste dramatique qui risque de finir en crise. Elle veut vraiment que tu sois là. 2 semaines plus tard, papa a appelé avec des nouvelles différentes. Les fiançailles sont rompues. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien a rompu avec elle. Apparemment, il a réalisé qu'elle s'attendait à ce qu'il résolve sa situation de logement et soutienne ses enfants financièrement. Julien avait compris ce que Mathieu avait compris. Que sortir avec Valérie signifiait devenir responsable de problèmes qu'il n'avait pas créés. Comment Valérie gère-t-elle ça? Pas bien. Elle pleure depuis 3 jours en disant qu'elle ne trouvera jamais personne qui comprend sa situation. Sa situation. L'euphémisme de Valérie pour le chaos qu'elle crée par de mauvaises décisions et des violations de limites.
Et la situation du logement? C'est en fait pour ça que j'appelle. Valérie dit qu'elle ne peut pas se permettre de déménager maintenant que Julien ne va pas aider avec les dépenses. Elle parle de rester avec nous de façon permanente. Permanente. Valérie avait enfin abandonné la prétention que son arrangement de vie était temporaire. Qu'est-ce que toi et maman avez dit? Nous avons dit que nous devions y réfléchir. Papa, vous y réfléchissez depuis 6 mois pendant que Valérie vit dans votre maison sans contribuer aux dépenses ou aider aux responsabilités ménagères. Je sais, mais quelles sont nos options? On ne peut pas la mettre dehors. Tu peux lui dire qu'elle a 60 jours pour trouver des arrangements alternatifs. Tu peux l'aider à rechercher des options de logement abordables et des services sociaux. Tu peux préciser que la résidence permanente n'est pas disponible. Et si elle ne trouve rien, alors elle trouve quelque chose quand même parce qu'elle y sera obligée. Une pause. Je pense que ta mère va faire une autre dépression si ça continue encore longtemps. Une autre dépression. Maman approchait à nouveau de sa limite, tout comme lors du premier séjour prolongé de Valérie. Alors tu as un choix à faire, papa. Tu peux permettre la dépendance de Valérie et regarder cela détruire la santé mentale de maman, ou tu peux faire respecter les limites et aider Valérie à développer son indépendance. Ce n'est pas si simple. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Valérie que j'attendais depuis des mois. Chloé, je dois te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? J'ai beaucoup réfléchi à notre relation, et je réalise que je te dois de grandes excuses. Des excuses. Valérie était enfin prête à reconnaître sa responsabilité dans le chaos familial qu'elle avait créé. Pourquoi spécifiquement? Pour avoir profité de ta générosité au fil des ans. Pour ne pas avoir apprécié tout ce que tu as fait pour moi et les enfants. Pour ne pas avoir respecté tes limites quand tu as essayé de les fixer. C'était la reconnaissance de responsabilité la plus complète que j'ai jamais entendue de la part de Valérie. J'apprécie cela. Je vais voir un conseiller, j'essaie de comprendre pourquoi mes relations continuent de s'effondrer. Mon thérapeute m'a aidé à voir certains schémas dans mon comportement que je dois changer. Un conseiller. Valérie obtenait réellement une aide professionnelle pour son dysfonctionnement. C'est super, Valérie. Je suis fier de toi pour avoir franchi cette étape. Une partie de mon rétablissement implique de faire amende honorable auprès des personnes que j'ai blessées. Je sais que je t'ai blessé et je sais que j'ai endommagé nos relations familiales. Faire amende honorable. Valérie travaillait à travers une sorte de programme en 12 étapes pour ses diverses dépendances. À quoi ressemble faire amende honorable pour toi? Je veux reconstruire notre relation lentement. Je sais que je dois regagner ta confiance. Je ne demande pas d'argent ou d'aide pour quoi que ce soit. Je veux juste la chance de te montrer que je change. Ne pas demander d'argent ou d'aide pour quoi que ce soit. Valérie offrait réellement de travailler sur notre relation sans aucun agenda financier. Valérie, qu'est-ce que tu demandes de moi spécifiquement? Serais-tu prête à prendre un café avec moi? Juste nous. Pas d'enfants, pas de pression familiale. Je veux parler de la façon de reconstruire notre relation d'une manière plus saine. Un café. Une petite interaction à faible enjeu qui n'impliquait pas d'obligation familiale ou de demande financière. Je serais prête à faire ça. Vraiment? Vraiment. Mais tu dois comprendre que reconstruire la confiance va prendre du temps et que mes limites concernant l'aide financière ne vont pas changer. Je comprends. Je ne veux pas de ton argent, Chloé. Je veux retrouver ma sœur. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement et j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Pour la première fois dans notre relation adulte, Valérie m'avait approché sans un agenda qui impliquait de résoudre ses problèmes. Peut-être que le conseil l'aidait réellement à développer une compréhension de ses schémas de comportement. Peut-être que la rupture des fiançailles l'avait forcé à affronter des vérités difficiles sur sa dépendance envers les autres. Ou peut-être que c'était juste une autre stratégie de manipulation conçue pour restaurer l'accès aux ressources familiales par la réconciliation émotionnelle. Quoi qu'il en soit, j'étais prête à le découvrir parce que les limites que j'avais établies n'étaient pas destinées à couper les ponts avec Valérie pour toujours. Elles étaient destinées à créer un espace pour qu'une relation plus saine se développe. Une relation où ces urgences ne devenaient pas mes obligations. Où la loyauté familiale n'était pas mesurée par ma volonté de sacrifier mes ressources pour son confort. Où je pouvais aimer ma sœur sans être utilisé par elle. Si cette relation était possible, je voulais l'explorer. Et si elle n'était pas possible,
j'avais appris que je pouvais avoir une vie paisible et épanouissante sans gérer constamment les crises des autres. 2 semaines plus tard, Valérie et moi nous sommes retrouvés pour un café dans un endroit neutre au centre-ville. Elle avait l'air différente, plus posée, moins frénétique. Elle s'était fait couper les cheveux et portait des vêtements qui lui allaient correctement au lieu de l'apparence constamment stressée qu'elle avait maintenue pendant des années. « Tu as l'air bien, ai-je dit honnêtement. Je me sens différente. Plus claire, je suppose. » Nous avons parlé pendant 1 heure. Valérie m'a parlé de ses séances de conseil, de ses idées sur ses schémas de dépendance, de ses plans pour déménager éventuellement de la maison de nos parents. Elle m'a posé des questions sur ma vie, mon travail, mon nouvel appartement qu'elle n'avait jamais vu. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a créé aucune crise nécessitant mon implication. Elle ne m'a pas culpabilisé de manquer les événements familiaux. Pour la première fois de notre relation adulte, nous avons parlé comme 2 personnes qui se souciaient sincèrement l'une de l'autre sans que l'une ait besoin de quelque chose de l'autre. C'était exactement le genre de relation que j'avais espéré possible si Valérie apprenait un jour à gérer sa propre vie. Quand nous nous sommes dit au revoir, Valérie m'a serré dans ses bras et a dit « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je t'ai donné toutes les raisons de le faire. » Je ne t'ai jamais abandonné, Valérie. J'ai juste arrêté d'être ta solution à tout. Je comprends la différence maintenant. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que j'avais appris quelque chose d'important sur les limites, la famille et l'amour. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de permettre le dysfonctionnement de quelqu'un. Parfois, protéger votre propre tranquillité d'esprit crée de l'espace pour que des relations plus saines se développent. Parfois, dire non au schéma destructeur est la seule façon de dire oui à une connexion authentique. Je n'avais jamais été égoïste de vouloir des limites de base et une autonomie personnelle. J'avais été intelligente de me protéger d'être utilisée, même quand cette protection était étiquetée comme sans cœur par des gens qui bénéficiaient de mon sacrifice. La famille Martin apprenait lentement de nouveaux schémas d'interaction. Des schémas basés sur le respect mutuel plutôt que sur les renflouements automatiques. Des schémas où les choix de Valérie étaient sa responsabilité. Où la retraite de mes parents n'était pas constamment interrompue par des crises artificielles, où l'amour s'exprimait par le soutien plutôt que par la complaisance. C'était la famille que j'avais toujours voulu mais que je n'avais pas su créer jusqu'à ce que j'apprenne le pouvoir d'un simple mot, non. Valérie avait son propre appartement maintenant, un travail pour lequel elle était douée, et des relations qu'elle maintenait sans manipulation financière. Théo et Léa avaient un logement constant, une fréquentation scolaire stable, et une mère qui apprenait à résoudre les problèmes au lieu de simplement les créer. Maman et papa avaient retrouvé leur retraite paisible, leur mariage restauré, et leur maison récupérée. Et j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, une vie qui m'appartenait entièrement, libre des urgences des autres, et immunisée contre les voyages de culpabilité sur la loyauté familiale. Parfois, l'acte d'amour le plus radical est de refuser d'être utilisé.